Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir au CNAM pour une nouvelle conférence du cycle sur l'empowerment, savoir expérientiel et pouvoir d'agir, qui a pour thème aujourd'hui les associations de parents. Voilà, donc nous allons avoir deux témoignages, celui de Servane Jourdi et celui de Monsieur Lacot. Et ensuite, Olivia Gross fera un petit pas de côté, en tout cas une analyse un petit peu de cette thématique. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Le micro, voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Hubert Crépin, je suis directeur d'établissements médico-sociaux depuis de nombreuses années et intervenant au CNAM, et on m'a demandé d'animer, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, ces conférences du cycle éthique. Et je vais donc peu intervenir en tant que professionnel, mais je vais devoir intervenir pour être le censeur du temps, pour qu'il y ait de larges échanges entre les conférenciers et avec la salle. Donc, j'ai demandé à chacun des intervenants de se présenter dans l'ordre de leur passage. Et puis, si vous voulez bien, lorsqu'il y aura des questions, vous levez la main et puis nous pourrons interagir. On va demander à Madame Servane Jourdi de se présenter et de démarrer. Volontiers, bonsoir à tous. Servane Jourdi, je suis présidente d'une association qui s'appelle l'Étoile de Martin, mais je reviendrai plus largement sur le sujet tout à l'heure. Voilà. Oui, bonjour, je suis Olivia Gross, je suis chercheure à l'Université Paris 13 et par ailleurs je suis élue associative dans le champ des maladies rares depuis 18 ans. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Lacot et je dirige une association qui s'appelle Résoluciol, qui est un centre ressources un peu privé, c'est-à-dire pas financé par l'État, malheureusement, sur le handicap mental sévère. Et je vous en dirai plus. Et puis, je suis parent aussi. Bien. Sans plus attendre. Je vous remercie de m'avoir invité, de me laisser l'occasion de vous présenter ma réflexion sur le sujet. Ça m'a permis de me reposer des questions que je ne me faisais plus forcément depuis 12 ans. Cette association, l'Étoile de Martin, elle a été fondée il y a 12 ans, à la suite du décès de mon petit garçon Martin, qui est parti après avoir affronté pendant une année un cancer. Et nous sommes partis de cette souffrance immense, voilà, sans nom, peut-être pour la dépasser, pour lui donner un sens, pour embrasser une cause qui en avait besoin, pour embarquer avec nous aussi des pairs, pour ensemble et avec les professionnels soutenir la recherche sur les cancers de l'enfant. Voilà, alors je ne sais pas s'il s'agit de résilience, de transcendance, de je ne sais quoi, mais en tout cas, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que ça a donné du sens à quelque chose qui n'en avait aucun. Alors, ce pouvoir d'agir, moi, j'ai pas tellement réfléchi à la question pendant le combat, puisque je crois que la commande, c'était plutôt après, avec la création de l'association. Mais quand même, ce pouvoir d'agir, on l'a ressenti, ce besoin d'agir pendant la maladie de notre fils. Et puis après, parce que s'il n'était plus là, c'est parce que la recherche n'avait pas suffisamment avancé, parce que il n'a pas pu être sauvé parce qu'il n'y avait pas de traitement efficace. Voilà, c'était le cruel constat de la situation. Pendant un an, à ses côtés, on avait acquis une forme de
capacité parentale, de compétences parentales, dans un univers dans lequel nous avions débarqué et dans lequel nous ne connaissions absolument rien. Alors peut-être ce qu'il faut que je vous dise, c'est que je suis aussi par ailleurs une professionnelle du champ médico-social depuis 20 ans. Donc bon, j'avais aussi, et je crois que mon regard, il n'est pas forcément totalement représentatif, parce que j'ai toujours ce regard extérieur et cette prise de recul du fait de mon expérience dans le champ médico-social. Ce qui fait d'ailleurs que je ne me qualifie pas du tout de militante au sens idéologique du terme. Alors, l'association, elle n'est pas du tout militante dans sa vocation première. Elle a une vocation, c'est de soutenir la recherche. Donc voilà, notre objectif, c'est ça, c'est de collecter des fonds pour soutenir la recherche sur les cancers de l'enfant, car force est de constater qu'aujourd'hui, la recherche publique ne soutient pas assez la cancérologie pédiatrique. Alors pourquoi ? C'est assez simple, hein. Cela ne représente que 2% des cancers. Si on ajoute à ça qu'il existe plus de 60 cancers différents chez l'enfant, chaque cancer est une maladie rare. Donc voilà, on comprend ou on ne comprend pas, mais cela explique aussi pourquoi la recherche publique ne soutient pas suffisamment. C'est terriblement injuste, très très injuste, c'est comme ça. Et donc, partant de ce constat, le rôle des associations, il est majeur. Il est majeur et moi je défends ce rôle. Je défends le fait que la recherche publique ne peut pas tout faire et je défends donc le rôle des associations dans la collecte de fonds pour pallier les insuffisances. Pour faire aussi bouger les lignes, pallier les insuffisances de la recherche publique, mais aussi pour faire bouger les lignes et faire en sorte que, même si le cancer de l'enfant n'est pas aussi meurtrier que certains cancers chez l'adulte, les pouvoirs publics doivent s'emparer du sujet, des équipes de recherche en nombre doivent pouvoir travailler et la réglementation européenne doit pouvoir bouger pour permettre un accès facilité au traitement pour les enfants. Il faut savoir que le cancer de l'enfant, en 2 mots, c'est 2000 nouveaux enfants touchés par un cancer chaque année en France. C'est aujourd'hui 3 enfants sur 4 qui s'en sortent, beaucoup avec des séquelles. Et puis c'est quand même des enfants qui ont certaines tumeurs pour lesquelles on sait dès le départ que le pronostic il est fatal. Donc des tumeurs qu'on ne sait pas soigner encore aujourd'hui. Donc imaginez lorsqu'un parent apprend que son enfant a telle tumeur et qu'on lui dit malheureusement je ne vais juste que pouvoir apporter du confort à votre enfant, mais aujourd'hui je ne peux pas le traiter, c'est inacceptable. Donc voilà notre raison d'être, hein, c'est de faire avancer la recherche. Et notre légitimité, elle est intrinsèque à ça, à notre rôle de parents, aux côtés des soignants, des sachants soignants. On est aussi, nous, des sachants parents. Alors depuis 12 ans, j'ai noté quand même qu'il y avait beaucoup d'évolution, parce que dans le secteur de la cancérologie pédiatrique, c'est un petit monde, mais il y a énormément d'associations. Il y a 12 ans, il y en avait très peu. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs dizaines, qui ont souvent été créées de la même manière, suite à un combat, souvent à un combat qui s'est malheureusement soldé par un décès de l'enfant. Alors certaines associations, elles ont un objectif beaucoup plus militant que d'autres. Je crois qu'il y a la place pour tout le monde. Il en faut. On a besoin de militance. On n'est pas, nous, sur ce champ-là, même si, en donnant quelques illustrations, vous verrez que nous participons à la cause aussi et que c'est une forme de militantisme. Il y a 12 ans, pendant la maladie, les parents étaient encore largement mis à l'écart, je dirais. La participation des parents, elle se limitait à être capable d'écouter l'information qui était transmise par les soignants. On n'était pas encore dans un dialogue vraiment interactif. Je crois qu'aujourd'hui, les choses bougent et que le parent est plus acteur aux côtés des soignants.
Alors, cela s'explique par plein de raisons, mais la croissance de l'information, l'accès à l'information via les réseaux est sûrement un élément qui a changé la donne. Et en 12 ans, cette information, elle est beaucoup plus riche. Alors riche, mais aussi... Elle est beaucoup plus complexe à manipuler. On a accès à la formation, je ne dis pas qu'on a accès facilement à la connaissance. Et ça, c'est une difficulté. Aussi, je me mets du côté des soignants, c'est une difficulté pour eux. Alors, est-ce qu'on peut dire que les familles, elles deviennent expertes ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, on est compétent pour échanger avec les soignants, apporter de la contradiction, pour proposer de nouvelles pistes, pour les challenger aussi les équipes. On est là pour ça, c'est ce qu'on fait nous. Voilà, pour moi, on n'est pas devenus des médecins, on n'est pas devenus des soignants. On reste à notre place de parents, et c'est un dialogue qu'on essaye d'installer avec les médecins, avec les chercheurs avec lesquels nous travaillons depuis 2 ans. Pour moi, voilà, c'est un parent qui est compétent, informé, c'est pas un parent chercheur, c'est pas un parent médecin. Notre regard, il est capital pour éveiller l'esprit critique chez le soignant. Il n'est pas forcément incontestable, le médecin, pour l'interroger sur ses pratiques, sur les protocoles qu'il met en place. Nous, on essaye, avec les chercheurs, on essaye de les inciter aussi à travailler sur des types de tumeurs. Mais en aucun cas, on ne se substitue aux soignants. Puisque je crois que pendant les traitements et après, maintenant, dans nos échanges avec les chercheurs, la confiance dans le thérapeute est une notion capitale. Elle ne doit pas être aveugle, mais chacun a sa place, chacun a sa juste place. Et puis, les parents, on l'a vu, sont aussi force de proposition, impulsion, de nouveaux cadres législatifs et réglementaires. Là, j'ai envie de vous illustrer par un exemple qui ne me concerne pas du tout, mais qui m'a toujours beaucoup touchée. C'est un très bel exemple de la mobilisation des parents d'un petit garçon qui s'appelle Mathis, et dont l'histoire a inspiré la loi Mathis. C'est une situation, peut-être que ça va vous parler quand je vais parler de ce qu'elle dit, cette loi. C'est qu'en fait, c'est un petit garçon dont le papa a pu bénéficier de jours de RTT lorsque l'enfant était malade jusqu'à sa fin de vie, grâce à ses collègues dans son entreprise. Et ce geste de solidarité lui a permis de rester au chevet de son fils jusqu'au bout. Prolongeant cette action de solidarité, la famille et son entourage ont ensuite créé une association d'un papillon à une étoile, et ils ont défendu cette cause auprès d'élus, et cela a donné lieu à un projet de loi et à une loi qui a encadré et facilité le don de RTT entre salariés. Prolongement de cette loi en 2018, puisque on parle aujourd'hui même d'élargissement de ce dispositif aux aidants. Donc voilà, là typiquement, c'est vraiment le pouvoir d'agir des parents qui s'illustre de la plus belle des manières. Et voilà. Donc nous, plus modestement, nous avons dans l'association aussi intégré des mouvements qui visent à soutenir la recherche et à améliorer la prise de conscience par les pouvoirs publics, d'un renforcement de ce soutien, d'un encouragement des chercheurs. D'autres associations comme nous sont engagées, même beaucoup plus engagées que nous. Donc nous sommes une association qui fonctionne à 99% sur le mode du bénévolat, et qui n'a pas forcément tous les moyens pour agir au quotidien, mais d'autres le font très bien, et je crois que c'est dans la complémentarité que l'on peut tous avancer. Malgré cela, malgré notre forme assez modeste d'organisation, depuis 12 ans, on a quand même recueilli plus de 5 millions d'euros. Donc voilà, bénévolat ne veut pas dire manque de dynamisme et énergie. Et donc, à leur côté, aux côtés de ces associations, nous avons intégré le collectif. C'est un collectif, une organisation qui s'appelle le collectif.
dont la baseline est le cancer des enfants et des jeunes, l'urgence d'agir. Voilà, l'objectif, c'était aussi de porter le cancer des enfants comme future grande cause nationale. Donc ce sera peut-être le cas dans les prochaines années. C'est un collectif qui est composé d'une vingtaine d'associations, essentiellement des associations de parents, mais aussi de la Société savante d'oncologie pédiatrique et de fondations diverses et variées. Voilà, alors nous mobilisons beaucoup pour la collecte de fonds et avec donc la participation de parents. Alors nous ne sommes pas une association essentiellement que de parents, c'est-à-dire qu'il y a des parents dans l'association, mais je tenais à ce que ce ne soit pas une association qualifiée d'association uniquement de parents. Donc nous avons des bénévoles dans l'association et même administrateurs de l'association qui ne sont pas des parents. C'est ce qui fait aussi la richesse de l'association. J'aime beaucoup, moi, la notion d'ouverture à l'autre et je pense que le regard croisé est capital. Mais c'est vrai que la participation des parents à l'association, elle crée un sentiment d'appartenance. Elle redonne aux parents un pouvoir d'action parce que la maladie isole. Donc c'est vrai que pour cela, c'est aussi important d'intégrer l'association. Et puis, elle permet de lutter contre ce qui est terrible quand on est parent d'enfants malades, c'est cette notion d'impuissance. Et là, on se redonne un pouvoir d'agir. On est très impuissant face à la maladie de son enfant. On est là, mais on est très impuissant. Et là, en ayant une action collective, on se redonne un pouvoir d'agir et on lutte un peu contre ce sentiment d'impuissance et peut-être aussi contre ce sentiment inévitable de culpabilité. Le collectif que l'on a intégré, il est récent. Il va, je pense, encore monter en puissance et il va nous donner un pouvoir d'agir plus important collectivement. Parce que j'ai aussi l'habitude de dire que ensemble, on est plus fort. Les associations veulent toutes que la lutte contre le cancer des enfants devienne une priorité. Et donc, collectivement, on espère pouvoir arriver à ce résultat. De la même manière, pour illustrer ce pouvoir d'agir, je fais partie de la Société française d'oncologie pédiatrique, qui est une société savante, donc composée à 95% de médecins, et qui a ouvert son univers à quelques associations qui représentent les associations et les parents. La parole que l'on porte, c'est la parole des familles. Elle est capitale. Elle est capitale. Je le vois d'année en année. Elle est de plus en plus entendue. Il est aujourd'hui impossible de faire sans nous, sous le mode du partenariat. C'est vraiment, voilà, vous avez sûrement compris que c'est un petit peu ma façon d'appréhender le sujet. On est dans un mode de dialogue interactif, on n'est pas toujours d'accord, mais on a quand même tous le même objectif. C'est un sujet, quand on est avec des médecins, on est tous d'accord sur le sujet. On a tous envie que la recherche avance, on a tous envie de guérir plus d'enfants et de les guérir mieux. Donc on n'est pas des opposants, on n'est pas des empêcheurs de tourner en rond, on travaille ensemble. Chacun à sa juste place. Voilà. Une autre illustration peut-être, il y a 3 ans, Raymond Domenech, Marc Lavoine et puis une 3e personnalité qui était un ancien préfet avait Abdel Aissou avait imaginé une très belle idée qui était de créer un cartable qui permettrait de maintenir le lien entre l'enfant malade et son établissement scolaire lorsqu'il serait hospitalisé. On sait très bien que lorsqu'un enfant malade est hospitalisé et malade du cancer, il va être souvent longtemps éloigné de son univers. Et c'est vrai que cette idée absolument géniale de ce cartable connecté qui permettrait à l'enfant d'être toujours en lien, ils l'ont eu, mais ils ont voulu vérifier que cette idée, elle était
elle avait du sens. Elle avait du sens. Et donc, ils ont fait appel à une association. Donc, ils ont fait appel à l'Étoile de Martin pour vérifier la validité de l'idée auprès de parents. Et puis, de fil en aiguille, ensemble, on a monté le projet. L'idée est devenue un projet qui, aujourd'hui, est en phase d'expérimentation. Un dernier projet que je pourrais illustrer, c'est j'ai eu la chance d'être associée à la constitution d'une mallette qui est créée par l'association Sparadra. Sparadra, c'est une association très reconnue qui permet, qui offre des outils d'information extrêmement précieux aux enfants, aux parents, et qui sont souvent présentés dans les services hospitaliers. Et l'idée, c'était de constituer une mallette pour dans cette mallette avoir des tas de documents qui permettent de répondre aux questions que l'on se pose lorsque son enfant, lorsque soi-même, l'enfant, ou lorsque le frère et la sœur se posent des questions lorsque l'enfant est malade. Donc nous avons constitué un groupe de travail, rassemblé des documents, des petits livres, des supports différents. Et en tant qu'association de parents, mais je n'ai pas la seule, on a évidemment validé, proposé, et là encore, c'était une manifestation de notre pouvoir d'agir. Donc oui, les parents, ils ont un véritable pouvoir d'agir. La participation des usagers est devenue un incontournable aujourd'hui, et pas seulement dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, peut-être encore plus marqué, parce que comme on est de nombreuses associations, le dialogue est devenu totalement incontournable. Pour les pouvoirs publics, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est la même chose. Le dialogue est incontournable. Alors c'est parfois pas simple parce que c'est un sujet, vous l'avez compris, qui emprunte énormément d'affect. Donc l'enjeu, moi je crois, pour nous parents, c'est de saisir ce pouvoir d'agir, de se saisir de ce savoir expérientiel, comme je l'ai lu, avec suffisamment de recul pour être entendu et crédible. Voilà, on est dans l'affect, évidemment, mais on prend un petit peu de recul, on essaye de prendre du recul par rapport à la situation. Alors, moi, vous voyez, je prends un peu de recul, ça fait 12 ans. Le temps aide aussi à prendre du recul, mais je pense que c'est indispensable pour être entendu aussi, et pour que la démarche soit positive et constructive. Voilà, c'est prendre en compte notre vécu, notre regard, pour faire avancer les dispositifs et peut-être répondre mieux aux besoins, parce que qui mieux que nous, quand même, avons une connaissance des besoins. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme témoignage. Merci Madame Jourdi pour ce très beau témoignage chargé d'émotions qui introduit très très bien notre sujet autour du pouvoir d'agir. Donc quelques mots-clés bien sûr on passera la parole ensuite à Monsieur Lacot. Notre démarche, s'agit-il d'une transcendance, d'une résilience? En tout cas ça donne du sens. Très intéressant. Les associations de parents pallient les insuffisances. Et on le voit très bien, moi-même dans mon domaine de l'autisme, je le vois tous les jours. Les pouvoirs publics viennent dans un second temps, après l'engagement parental. Notre légitimité, nous sommes des sachants parents face aux professionnels, nous sommes des parents acteurs, sommes-nous des experts? Donc vraiment, l'éducation reste ouverte. Et on demandera à notre chercheur ce qu'elle en pense. Nous avons accès à la formation, pas à la connaissance. Ça, on pourra largement débattre, parce que vous êtes également des sachants. Le pouvoir d'agir réel des parents, collecter des fonds, faire bouger les lignes. Nous sommes des parents impuissants face à la maladie de nos enfants, mais nous avons donc le pouvoir d'agir pour combattre la maladie, mais éventuellement également notre culpabilité, quelque chose de très fort que vous avez souligné. Donc nous portons dans notre mouvement associatif la parole des familles, et ce partenariat avec les professionnels et les pouvoirs publics est fondamental. Et juste pour en terminer, je ne suis pas du tout exhaustif, je ne vais pas trahir votre pensée, mais vous avez vraiment bien introduit notre sujet, se saisir du savoir expérientiel qui est le nôtre pour être
à la fois entendu et crédible. Merci Madame Jourdi.